Et voilà, un conflit majeur éclate entre Trump et l'opposition à Trump sur le plan international au sujet des membres du gang MS-13. De l'autre côté, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont amenées par les tarifs douaniers. Ça, il faut reconnaître ce qui est en train de se passer là-dessus. Eh bien, bonsoir, c'est John et bienvenue sur Point de Rupture. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 avril, il est 19h et nous allons passer en revue des choses assez importantes. Alors, je vous invite à prendre votre café ou votre thé ou ce que vous voulez boire. On va boire un coup ensemble et ensuite il faut rentrer dans tous ces thèmes. Alors allons-y. Regardons d'abord ce qui est en train de se passer avec les effets des tarifs douaniers. Parce que c'est important de regarder l'effet des tarifs douaniers parce que ça a un impact sur le monde. Quand on a vu la vitesse à laquelle des pays ont commencé à réagir, on sait qu'en l'espace de moins de 5 jours, 70 pays avaient téléphoné à la Maison-Blanche pour obtenir un rendez-vous, pour discuter de leurs conditions, c'est-à-dire pour négocier en fin de compte. Ça veut bien dire que quand même ça a un impact. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disaient, ben oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un impact positif ou pas? Ben déjà, du point de vue américain, je dis bien du point de vue américain, sur ce plan-là, je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou mauvais pour tout le monde dans le monde entier, mais Donald Trump est président des États-Unis. Et son premier devoir, en dehors de chercher à garder la paix sur le plan mondial, etc., premièrement, ne pas provoquer de guerre, c'est de faire des choses qui sont bonnes pour l'Amérique. Et comme chaque président devrait faire pour son pays. Malheureusement, en Europe, de plus en plus de présidents ne sont pas en train de suivre la ligne directrice de leur pays, mais plutôt sont en train de suivre quelle ligne directrice de Bruxelles, où il n'y a pas d'élus, mais qui dirigent quand même ce qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, il y a des gens qui diront qu'ensuite Bruxelles suit la ligne de Washington. C'était peut-être davantage vrai à l'époque de Biden, à Washington, et c'est moins vrai maintenant qu'il y a Trump. Ça fait partie de la politique américaine. C'est-à-dire, en Amérique, on peut avoir des changements d'orientation politique assez radicaux. Ça arrive également en Europe, mais pas autant. Pourquoi? Sans doute parce qu'en Europe, et dans la majorité des pays, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partis politiques, et aucun parti politique ne peut gouverner par lui-même. Donc, ils sont obligés de faire des alliances et de fonctionner avec une entente entre plusieurs personnes. Donc, il y a des compromis qui sont faits dans la création d'alliances afin de pouvoir gouverner après. Aux États-Unis, comme c'est un système à 2 partis, ça casse ou ça passe chaque fois. Alors, il y a un certain type d'alliance à l'intérieur des partis qui sont faits avant, mais ensuite, c'est un bras de fer entre 2 partis, et donc, c'est quelque chose qui peut avoir une influence bien plus radicale. Mais même dans des pays comme la Russie aujourd'hui, il y a plusieurs partis. Les gens ne se rendent pas compte, mais que, en fin de compte, Vladimir Poutine est un des présidents les plus modérés qui existent parmi les leaders politiques russes. Si jamais ça sera Piotr Tolstoï, qui est le président de la Douma, qui est le parlement russe, qui d'un seul coup se retrouverait président de la Russie, ou bien celui qui est à la tête du parti staliniste, etc., ben, eux auraient des positions, ou même Medvedev, des positions bien plus dures envers l'Europe et les États-Unis que n'a Poutine. Poutine, en fin de compte, c'est un très très grand centriste par rapport à la notion russe. Mais les gens ne comprennent pas de cette façon-là, et ils voient Poutine comme un dictateur, très dur, etc., etc. C'est des gens qui ne sont jamais là en Russie et qui ne se rendent pas compte parce que vraiment, quand on vit au jour le jour en Russie, on ne voit pas du tout tous ces effets dictatoriaux, on les sent nettement plus à l'ouest. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Russie, etc., je peux vous le dire. J'ai passé également beaucoup de temps en Ukraine et dans des tas d'endroits différents. Pas seulement dans les grandes villes, pas seulement dans les capitales. Et j'ai continué à avoir beaucoup d'amis, certains qui soutiennent les gouvernements, d'autres qui ne les soutiennent pas, etc. Et on parle de toutes ces choses-là parce que ce sont des choses intéressantes. Donc là, regardons
l'effet de tout ce qui est en train de se passer au niveau des tarifs douaniers. Et Trump a insisté sur certains points, notamment en discutant avec le Japon. Et le Japon, là où il y a un effet qui est très fort sur le déséquilibre, j'allais dire économique, oui, d'échanges économiques entre le Japon et l'Amérique, c'est surtout dans l'industrie automobile. Parce que le Japon impose des tarifs très élevés sur les voitures américaines. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de voitures américaines au Japon. En regardant la circulation qu'il y a à Tokyo, on se demande comment on pourrait casser des voitures américaines là-dedans de toute façon. Mais les voitures japonaises se vendent énormément aux États-Unis. Et en premier lieu, Toyota, derrière il y a Honda, etc., etc. Mais Honda, par exemple, avait déjà anticipé, Toyota également, le fait que pour diminuer les frais de transport, etc., il fallait y avoir, dans certaines situations, des usines bien plus proches des États-Unis d'Amérique. Donc Honda avait créé des usines au Mexique, parce que la main-d'œuvre était nettement moins chère, et avait créé des usines au Canada. Et là, à cause des tarifs qui vont être imposés et qui sont déjà, dans certains cas, imposés par l'administration Trump, Honda vient d'annoncer qu'ils vont fermer très rapidement leurs usines au Mexique et au Canada et construire des usines Honda aux États-Unis. Alors moi, je me demande comment ils arrivent à faire si vite, parce que on ne construit quand même pas une usine en 2 jours, quoi. Ça prend quand même un peu de temps. Mais c'est là qu'on voit, quand il y a des pressions économiques, les choses qui se font très rapidement. Et là où auparavant, ça prenait peut-être 2 ans ou 3 ans pour construire une usine de A jusqu'à Z pour qu'elle soit fonctionnelle, pour définir d'abord le terrain et tout ça, faire toutes les choses nécessaires, respecter les réglementations surtout, à cause des baisses de réglementation dans l'administration Trump, à cause de la facilité avec laquelle les choses vont pouvoir se faire, on peut, en fin de compte, construire une usine automobile clé en main à partir de zéro, aujourd'hui aux États-Unis, en l'espace de 6 mois. Ce qui est invraisemblable. C'est là où on voit que c'est pas que Trump est en train de faciliter tout. Il faut pas le regarder de cet aspect-là. Moi, je ne veux pas déifier Trump dans tout ce qu'il fait. C'est pas ça le but. C'est que Trump, en faisant des choses, démontre qu'auparavant, c'était diabolique. Vous comprenez? On n'est pas en train de chercher à défier Trump, mais en train de chercher à montrer à quel point c'était diabolique avant, dans le sens où, avec toutes les réglementations qu'il y avait, avec tous les empêchements de tourner en rond, ça coûtait cher à l'économie. Ça empêchait les choses de fonctionner comme il faut. Donc c'est pas que Trump est en train de faire des idées de génie, il est en train d'enlever tous les grains de sable dans la mécanique qui empêchaient à l'économie de bien tourner. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc là, il faut le soutenir là-dessus. Et là, il continue à y avoir beaucoup d'opposition, parce que de toute évidence, il y a des gens qui ont des intérêts à ce qu'il y ait des grains de sable, ne serait-ce que pour dire qu'ils sont là pour les nettoyer, pour s'en débarrasser, etc. Donc ce sont des tas de choses qui peuvent prendre pas mal de temps. Maintenant, il y a un autre aspect dont je voudrais vous parler, qui n'a rien à voir avec les tarifs douaniers, c'est quelque chose qui tourne tout autour de l'immigration aux États-Unis. Comme vous savez, l'Amérique est dans une phase maintenant où il est en train d'expulser des tas d'immigrés illégaux, et comme l'administration Trump a dit, ils vont chercher d'abord à expulser tout ce qui, en dehors des immigrés illégaux, qui est déjà un crime aux États-Unis, hein, on n'a pas le droit d'être un immigré illégalement, comme on n'a pas le droit d'être un immigré illégal dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de chercher à expulser ceux qui ont commis des crimes supplémentaires, surtout des crimes graves, des meurtres, des viols, des choses dans tout ce genre de choses. Je peux même pas prononcer le nom, mais certains qui font
des viols envers des gens qui ne sont pas de l'âge et tout ça, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont perpétrées par beaucoup d'immigrés illégaux, surtout des membres des gangs. Il y a un gang qui est notoire et qui a ses sources dans surtout un pays, mais dans plusieurs pays d'Amérique centrale et une partie d'Amérique du Sud, c'est le gang MS-13. Ils sont reconnaissables, moi je ne connais pas tous les détails, mais apparemment ils sont reconnaissables par des tas de tatouages très précis sur leur visage, etc., qui font a priori très peur. Et ils ont semé la terreur dans pas mal de pays en Amérique centrale, sauf que maintenant, ils ne sèment plus la terreur au Salvador, parce que le président du Salvador a commencé à mettre des choses en œuvre qui ont été radicales. Tous, on les chopait en tôle, tout de suite, et dans des tôles très difficiles, mais très difficiles, où ils se retrouvent, a priori, comme le dit le président du Salvador, il aurait mieux valu la peine de mort que de vivre dans des prisons du Salvador. Alors, ce que Trump a fait, il s'est dit, ben, si nous, on arrête des membres des gangs MS-13 aux États-Unis, et si on va les mettre dans des prisons américaines, ça va nous coûter au minimum 50 000 $ par an par personne. Alors il se dit, comme ils ne viennent pas des États-Unis de toute façon, il dit on va les exporter au Salvador et ils vont être placés dans des prisons au Salvador qui sont nettement bien plus difficiles que des prisons américaines. Et le gouvernement américain va payer au Salvador 20 000 $ par personne, ce qui est le coût, et le Salvador est très content, ils ont passé les accords et ça pose aucun problème. Donc il y a une économie d'argent également de ce fait. Mais là, ils sont en train d'expulser pas mal de gens, ils ont expulsé une personne où il y a peut-être un peu une ambiguïté, etc. Mais il est membre de ce gang. Il y a une ambiguïté sur le fait qu'il ait commis un autre crime qu'on peut prouver ou pas, etc. Et là, il y a eu l'occasion pour une levée de bouclier de la part des démocrates, y compris des membres du Congrès, qui ont décidé d'un seul coup, aller visiter le Salvador et exiger que ces gens soient libérés. Mais c'est complètement ahurissant. Des gens, des démocrates qui étaient responsables de centaines de milliers de personnes qui rentraient aux États-Unis, parmi eux beaucoup de criminels, etc., au cours des quelques dernières années, et qui inondaient le pays, et on leur donnait des billets gratuits en avion, sans avoir besoin de même prouver leur identité, alors que tout le monde doit passer par les contrôles que l'on connaît, etc., qui se retrouvaient à New York ensuite, et qu'on loge dans des hôtels new-yorkais qui d'habitude coûtent 700, 800, 900, 1000 $ la nuit, des hôtels 4 et 5 étoiles à New York, eh bien, ils étaient logés aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais du gouvernement américain. Mais c'était ahurissant. Et là, ils ne disaient rien. Là, il s'agit d'une personne, ils vont focaliser là-dessus. Mais ça a toujours été cette approche qui est très démocrate, qui est très de gauche américaine, c'est qu'on va prendre une personne et on va le symboliser en tant que grande victime, en tant que martyr. Et c'est toujours très facile de parler de ce genre de choses et en faire quelque chose d'immense. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, par exemple, que les émeutes qu'il y a eu il y a environ 4 ans, je pense, déjà maintenant, aux États-Unis, au sujet de George Floyd, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, un type qui était une grande baraque, etc., qui s'avérait être noir, il est mort parce qu'apparemment un policier avait mis son genou sur lui et l'avait empêché de respirer pendant un certain temps, je crois 8 minutes 13 ou quelque chose comme ça, il y a eu tout un truc de fait autour de ça, et il est mort. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises de côté
où on n'a pas le droit d'en parler de nouveau encore, mais qui ont été cachés dans les résultats, et qui indiqueraient qu'en fin de compte, ça a été vu dans une certaine autopsie, etc., que le corps, quand il y a eu l'autopsie de fait, ils ont découvert la présence extrêmement élevée de certains narcotiques dans son sang et qui, chez la plupart des gens, l'auraient tué d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que la quantité de ces narcotiques l'ont tué. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ça aurait tué un être normal. Ceci dit, ce type-là, c'était une baraque et tout ça, etc. Bon, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, etc. Mais George Floyd était devenu un symbole énorme en Amérique pour tout le mouvement Black Lives Matter, qui s'est enrichi en ramassant des centaines de millions de dollars de dons pour défendre la notion que les vies noires comptent également. Bien sûr que les vies noires comptent également. Toutes les vies comptent. Et ça, c'est extrêmement important. Le problème, c'est qu'on a tendance à séparer les choses et à les rendre d'autre façon. Le problème, c'est que les fondateurs de Black Lives Matter, allez, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il ne faut pas le faire de cette façon-là, mais c'était deux fondatrices qui habitaient ensemble, disons, etc., et qui, elles, s'en fichaient complètement de la cause des Noirs aux États-Unis, mais ont détourné énormément de l'argent pour s'acheter plusieurs villas super splendides qui coûtaient des millions de dollars, etc. Mais ça, c'est une spécialité aux États-Unis, je crois que ça existe ailleurs également, qui est de détourner de l'argent destiné à des causes philanthropiques et de pouvoir en profiter pleinement. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet exemple en ce moment des membres de MS-13 ? Moi, je sais une chose, c'est que Trump et son administration vont pas céder. Ils ne vont pas céder. Et parce que les autres, quand ils cherchent à faire ce jeu du martyr, c'est pour amener le côté auquel ils sont opposés à céder. Trump ne va pas céder. Donc, eux vont aller de plus en plus loin et je pense se rendre de plus en plus ridicules. Ceci dit, ça fait perdre du temps, ça fait perdre énormément d'argent. Actuellement, ils sont en train d'utiliser des tas de juges très spécifiques, financés encore par George Soros, on en a encore les preuves, que des tas de mouvements à ce sujet pour la protection des membres des gangs MS-13, l'argent vient de la fondation Soros et de la Open Society, et tout ça, ça coûte de l'argent à la société. Et là, il commence à y avoir un conflit qui risque d'aller jusqu'à la Cour suprême pour voir si ces petits juges, quelque part, qui étaient des juges très politisés et placés à certains endroits pour détourner d'un état de droit à un état de justicier par les juges, il va falloir que quelque chose se décide au niveau de la Cour suprême. Mais ça, on va parler de tout ça dans une prochaine épisode. Je vais parler de ce qui est en train de se passer. Pas prochain épisode, dans cet épisode-ci, mais je vais parler de ce qui est en train de se passer aux États-Unis au niveau de certaines tendances conservatrices et comment la foi, et notamment la foi catholique, a un rôle là-dedans. Eh bien voilà, nous avons traité de l'actualité et les faits influencent aujourd'hui, mais les principes, les valeurs qu'on a vont définir ce que nous deviendrons demain. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont des gens croyants, des gens de foi, qui sont en train de prendre position dans le gouvernement américain, et notamment des catholiques. Alors, je vais vous arroser de tas de statistiques, je pense, et je vais chercher à ne pas faire trop de statistiques en même temps, parce que, quelque part, ça ne sert à rien d'avoir que des statistiques, mais je vais chercher à les interpréter d'une certaine façon pour qu'on puisse les comprendre ensemble.
moi, je ne pense pas que le fait de choisir des gens d'une foi ou d'une autre va amener les solutions entières. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous diraient qui nous feraient croire que c'est la première fois. Allez, prenons une partie du gouvernement. Prenons la Cour suprême. Aux États-Unis, il y a le Congrès avec le Sénat, c'est la partie législative. Il y a la partie exécutive qui est le président avec tout son cabinet, tous ses ministres, etc. Et la troisième partie, c'est la partie de la Cour suprême et ce qui découle de la Cour suprême, c'est-à-dire tous les juges fédéraux à travers tous les États-Unis. Comment est-ce qu'on s'en souvient? On apprend ça à l'école, du moins on l'apprenait à mon époque. Aujourd'hui, on a tendance à plus apprendre beaucoup de choses, mais bon, peut-être que ça va revenir. Mais on disait que le Congrès et le Sénat font les lois, le président applique les lois, et ensuite, en cas de conflit, la Cour suprême et la partie judiciaire du gouvernement interprètent les lois. C'est comme ça dont on se souvient du tout. Eh bien, la Cour suprême, aujourd'hui, il y a 9 juges à la Cour suprême, dont un juge en chef. Il n'a pas plus de votes que les autres, mais c'est lui parfois qui va donner le penchant si on doit étudier tel ou tel cas à la Cour suprême. Donc il a quand même certains pouvoirs qui ne sont pas négligeables. Eh bien, à la Cour suprême, aujourd'hui, ça dépend comment on compte, mais on pourrait dire qu'il y a au moins 6 catholiques sur les 9 juges, et peut-être même 7. Parce qu'il y a Gorsuch, qui est né catholique, mais qui ensuite s'est converti à l'épiscopalianisme, qui est un mot américain pour l'anglicanisme, donc qui est anglican maintenant. Mais on ne sait pas assez de choses sur sa vie privée pour savoir s'il continue à aller à l'église catholique ou anglicane en ce moment, etc. Mais il y a des souches. Il y a Barrett, qui est une femme, qui, elle, a été nommée par Trump dans son premier mandat, qui est catholique pur. Il y a John Roberts, qui est le chef de la Cour suprême, qui est catholique également. Il y a Robert Alito, qui est catholique également, et qui, lui, a été nommé par Bush Senior. Le plus ancien qui est à la Cour suprême aux États-Unis a été nommé en 1991 par Bush père. Et c'est Clarence Thomas, qui s'avère être noir, et qui, lui, est né catholique. Ensuite, il s'était converti à un groupe chrétien évangélique, très charismatique et tout cela. Et il était ça quand il avait été nommé à la Cour suprême. Et ensuite, vers la fin des années 90, il est revenu au catholicisme. De toute façon, sa femme était toujours catholique. Et donc, il a été catholique depuis. Il y a également Sotomayor, qui est d'origine hispanique, qui a été nommé par Biden. Non, elle n'est pas nommée par Biden, Sotomayor. Elle était nommée par Obama, pardon. Et elle est catholique également, mais elle est très de gauche. Ça veut dire que ce n'est pas une garantie que si les gens veulent être catholiques, ils votent plus de gauche ou plus de droite. Mais on va examiner ça quand même parce que ça risque d'être assez important. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, Kavanaugh. Kavanaugh, en plus d'origine irlandaise, et tout ça avec son nom, lui, il est catholique également. Et il y a que Kagan qui reste, qui, elle est juive. Donc, on a 6 ou 7 catholiques, ça dépend si on pense que Gorsuch est catholique ou pas. Et puis, il y a la dernière, Ketanji Jackson, qui est protestante. Voilà. Et qui est très de gauche. Et qui a été nommée par Biden. Parce que c'est les présidents qui nomment les membres de la Cour suprême. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir la présidence. Il y a des gens de la Cour suprême qui vont disparaître, etc.
Il y a des gens qui pensent d'ailleurs que Trump, sous ce mandat de Trump, il faudrait que Clarence Thomas, comme il commence à être très vieux, et c'est le plus ancien à la Cour suprême depuis 91 maintenant, ça veut dire il y est depuis 34 ans, et ça serait bien qu'ils donnent sa démission, parce que sinon leur mandat, il est jusqu'à leur mort, si on veut, qu'ils donnent sa démission pour que Trump puisse en nommer un qui soit un peu dans la même veine. C'est très, très difficile, parce qu'à mon avis, Clarence Thomas, de loin, est un des meilleurs membres de la Cour suprême qui ait jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il est très fidèle à la Constitution, il reste dans la droite ligne, et c'est un homme hyper droit. Et il a fait certains speeches d'ailleurs sur ce que c'était pour devenir membre de la Cour suprême, etc. Et c'est un type extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion de connaître des gens très proches, notamment un ami avocat, qui était très proche de Clarence Thomas également. Et ça, c'était pendant les années 90, juste après qu'il soit nommé. Et donc, j'ai tendance à avoir confiance dans l'opinion de ces amis-là. Et donc, ça c'est important de le signaler, que j'ai peut-être un aperçu un peu plus approfondi sur la personne. Donc là, il y a un membre, il y a un nombre de catholiques qui est immense, c'est-à-dire, on dirait, il y a au moins 2/3, sinon plus, c'est-à-dire, il y a au moins 67%, ou il y a 78%, si on veut, si on compte qu'il y en a 7 sur 9, qui sont catholiques. Alors que la population catholique du pays est entre 22, 23, 24% selon les sondages. Donc, on dirait que les catholiques sont surreprésentés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui a foncièrement changé? On sait que, à l'origine, les États-Unis étaient un pays bien plus protestant, que les premiers membres du gouvernement étaient protestants, etc., qu'il y avait très peu de catholiques, et il y avait un genre de méfiance naturelle des catholiques, parce que on considérait que les catholiques considéraient que le pape était le chef suprême sur terre pour les catholiques, et ça posait des problèmes à beaucoup de protestants. Ceci dit, il y a eu des catholiques qui étaient déjà à la Cour suprême. Le premier catholique qui avait été nommé à la Cour suprême, et en plus, il était juge en chef à l'époque, c'était Roger Taney, qui avait été nommé en 1836 par le président Andrew Jackson. Et Andrew Jackson était une grande figure évangélique à l'époque, et extrêmement charismatique, et vraiment très populiste. Un peu dans la même veine que Trump aujourd'hui, si on veut. Et donc, peut-être qu'il y a une ressemblance là, quelque part derrière. Mais, à mon avis, ça serait quand même faire un excès de zèle que de se voiler la face et de dire qu'il n'y a pas une influence grandissante du catholicisme dans la présence du gouvernement aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Regardons les faits. Tout d'abord, sur le plan gauche-droite, parce que je ne sais pas comment dire autrement, démocrate, républicain, quoi que ce soit, etc., parmi les catholiques aux États-Unis, il y a une division qui est la suivante. 47% des catholiques se sentent républicains, 50%, c'est le sondage, se sentent démocrates, et 3% sans opinion là-dessus. Alors ça veut dire qu'ils sont légèrement plus démocrates que républicains. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens, parce que en France, au moins, la plupart du temps, quand on pense à des catholiques très fervents, très religieux, on a tendance à penser à des gens plus conservateurs. Ben, aux États-Unis, c'est vrai, c'est pas vrai. Premièrement,
la notion de conservatisme aux États-Unis est autre que ce que c'est en France ou en Europe. Et il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'il y a autant de démocrates? C'est parce que presque systématiquement, les premières générations d'immigrés sont toujours démocrates au départ. Nous, quand on est arrivés aux États-Unis et on était devenus américains, etc., moi j'étais gamin, hein, donc je n'avais pas mon mot à dire, tout ça. Mais mes parents avaient décidé de voter démocrate au départ. Et Reagan était le premier président pour lequel ils avaient voté qui était républicain. Puis après, ils sont devenus très républicains. Après, mon père est décédé, mais ma mère est toujours restée extrêmement républicaine tout le long. Et ça, c'est vrai pour pas mal d'immigrés. Ils commencent démocrates. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les immigrés vont arriver et prendre des travails assez durs que les Américains, ça depuis un bout de temps, ne vont pas faire de la même façon. Parce que quand on est immigré, ben, on veut gagner sa vie, on veut survivre, on veut faire ce qui est nécessaire. Et donc, on va avoir tendance à être syndiqué, surtout parce qu'on arrive dans les grandes villes. Et ça, c'est important à comprendre. On va habiter en appartement, pas dans des maisons. Ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on parte ailleurs, avoir des maisons, etc. Et donc, c'est une question de style de vie, etc., qui a tendance à correspondre à un côté plutôt qu'à un autre. Donc, il y a toute une partie de la population, quand elle arrive d'abord, elle va être économiquement opportuniste et va se placer de tel ou tel côté. C'est plus tard qu'il va y avoir des considérations bien plus sociales, comme l'avortement, qui est un sujet énorme aux États-Unis, et pour la plupart des catholiques, l'avortement, c'est l'horreur aux États-Unis. Pas tous. On sait, par exemple, que Biden, qui était un catholique, était complètement pro-avortement. Ce qui est très dur à comprendre pour la plupart des Américains. Parce que, alors vous allez me dire, parce que ça c'est très difficile à comprendre en France là-dessus, quand on parle de sujets comme l'avortement, parce que l'IVG est complètement accepté en France comme si c'était une lettre à la poste et c'était absolument normal. Aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est un des sujets qui est les plus difficiles. Et c'est pas seulement une question religieuse, c'est parce que c'est quelque chose qui est inhérent aux principes initiaux de création des États-Unis dans la déclaration d'indépendance qui a été écrite par Thomas Jefferson et que il y a eu 50 et quelques signataires de ce fameux truc. On ne sait toujours plus si c'est le 3, le 4 ou le 5 juillet, mais on fait ça le 4 juillet. C'est le jour de l'indépendance et c'était la déclaration d'indépendance qui était signée par tous ces gens-là. Et dedans, c'est écrit, nous considérons qu'il y a des droits qui nous sont octroyés par notre Créateur, des droits inaliénables. Ça veut dire que personne ne peut nous les enlever. Pas un État, pas un gouvernement, personne. Et qui nous ont été donnés par notre Créateur, qui sont les droits à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Les Américains prennent ça très sérieusement. D'ailleurs, moi étant américain, vous m'entendez parler, pour moi ça m'émeut énormément. Et sur ce plan-là, je suis encore plus déclarationniste que constitutionnaliste en Amérique. Parce que la Constitution, c'est déjà la loi. Mais avant la loi, il y a les principes qui viennent avant la loi, et les principes sont dans la Déclaration d'indépendance. Et donc, la vie, c'est le premier droit qui nous est octroyé. Du moins, c'est ce qu'on croit en tant qu'Américains, mais on le croit pour tout le monde, qui nous est octroyé par notre Créateur. Et c'est un droit inaliénable. Personne ne peut nous le prendre. Le premier, c'est la vie. Et pourquoi est-ce que le premier, c'est la vie? Parce que les autres n'ont pas de sens s'il n'y a pas la vie d'abord. S'il y a la vie, après, on peut être libre. Mais il faut la vie d'abord. Et c'est pour ça qu'on dit, si on ne sauvegarde pas la vie, si on autorise un avortement, c'est-à-dire avorter quelqu'un sans sa décision, parce que par définition, quand on avorte quelqu'un, il peut même pas décider, ben, il n'a pas droit à la vie. Vous voyez? Donc c'est une considération philosophique extrêmement profonde. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'allez pas être d'accord avec moi. Dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord.
Mais pour moi, je suis obligé de vous parler de ce en quoi je crois profondément du fin fond de mon cœur, en tant qu'Américain, en tant que croyant, et je crois beaucoup à la déclaration d'indépendance, que c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça que ce sujet au droit à la vie est tellement important aux États-Unis. Et là, il y a beaucoup de catholiques qui se retrouvent derrière tout ça. Pas tous. Comme j'ai dit, on a les Biden, les Pelosi, etc., qui, eux, sont en faveur de l'avortement. Mais il y aura toujours des cas. Et c'est tout comme il y a énormément de catholiques très de gauche, marxistes, parce que il y a la tendance de la théologie de la libération qui est née en Amérique latine, surtout en Argentine et au Brésil, et qui s'est répandue à travers le monde partout après ça. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui abondent dans ce sens. Et on peut voir chez tous les membres, chez tous les catholiques qui sont membres du gouvernement de Trump, je ne vais même pas parler du Congrès, du Sénat, parce qu'on ne peut pas dire que c'est le gouvernement de Trump, mais tous ceux qui sont dans les ministères qui sont catholiques, il y en a un bon nombre. Il y a à peu près le même nombre que sous Biden, mais ce n'est pas les mêmes catholiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on commence à avoir des catholiques qui sont bien plus branchés dans leur catholicisme et qui considèrent qu'ils vont agir de cette façon-là? Ben, c'est un phénomène qui est très intéressant. Les États-Unis, historiquement, ont été un pays où les gens ne votent pas beaucoup. Je parle en pourcentage. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les gens de d'autres pays. Mais aux États-Unis, c'était très courant d'avoir des gens qui vont, où il va y avoir que 40% ou 45% des gens qui vont voter, il va y avoir une majorité des gens qui ne votent pas. C'est pas qu'ils s'abstiennent, ils ne votent pas. Ça ne les intéresse pas. Alors, pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont profondément croyants et qui considèrent que les affaires d'État, ça ne les regarde pas, parce que ce qui les regarde d'abord, c'est leur relation avec Dieu et c'est le rôle de Dieu dans leur vie, etc. Vous allez me dire, mais c'est très naïf ça et tout ça. Que ça soit comme on veut, moi je vous explique le fonctionnement et pourquoi les gens pensent de cette façon-là. Parce que je crois que c'est important que je partage ça avec vous pour que vous compreniez comment fonctionne l'Amérique, parce que la plupart des gens en dehors de l'Amérique ne comprennent vraiment pas le leitmotiv et le pourquoi du fonctionnement américain. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre sur ce plan-là. Maintenant, au fil des dernières décennies, il y a eu des choses qui ont changé. Parce que ça, c'était vrai parmi les catholiques qui n'allaient pas voter autant. C'était vrai également, surtout parmi les évangéliques qui n'allaient pas voter du tout. Alors, l'Église catholique, bien plus établie, avait tendance à mobiliser leurs troupes, à aller voter quand même plus facilement et d'une façon très subtile, etc., que les églises évangéliques, qui, elles, avaient tout le temps peur qu'on leur enlève leur statut d'organisation à but non lucratif, et donc ils ne voulaient surtout pas parler de politique à partir de la chair de l'Église. Mais quand quelqu'un comme Reagan a été élu, il a été élu sur une forte poussée et portée des évangéliques. Juste avant Reagan, Carter lui-même était évangélique. Donc d'un seul coup, les évangéliques ont dit on peut se mobiliser et gagner en politique également, et c'est ce qui s'est passé. Et donc les évangéliques, surtout les évangéliques charismatiques, ont été un précurseur de ce qui s'est passé dans l'Église catholique également. Et aujourd'hui, c'est en train de se passer dans l'Église catholique, où il y a une mobilisation de catholiques qui sont extrêmement actifs dans leurs églises, pas seulement le fait d'aller une fois par dimanche à la messe, etc., mais qui même en semaine vont y aller, faire des tas de choses, sont très actifs dans des œuvres caritatives catholiques,
Bref, il y a une activité qui est très forte. Et on le voit dans les familles. Moi, j'ai beaucoup d'amis catholiques aux États-Unis où c'est normal d'avoir 12, 13 enfants. C'est courant. D'ailleurs, dans, dans le cabinet de Trump, Sean Duffy, qui est le ministre des Transports, s'est fait prendre en photo et il a 9 enfants. Robert Kennedy Jr. Sort d'une famille où est un de 11 enfants. Parmi les catholiques aux États-Unis, c'est très courant. On croyait que c'était toujours que les Mormons. Non, les familles catholiques ont plus d'enfants. Les familles catholiques, réellement catholiques, hein, ceux qui fonctionnent vraiment avec un catholicisme, où ils appliquent ça dans leur vie. Surtout, il y a un grand nombre d'enfants. Pourquoi? Parce que les catholiques, traditionnalistes, je ne peux pas dire traditionnalistes parce qu'en France, on va associer ça à d'autres mouvements qui sont des mouvements de contestation par rapport à certaines choses ici. Mais aux États-Unis, c'est bien plus facile d'être un catholique traditionnaliste parce que les gens vont dire comment est-ce qu'on peut être autre chose? Et si on reste dans le catholicisme, qui pour les catholiques est la vraie foi, autant que ça sera la vraie foi. Et donc, dans la vraie foi chez les catholiques, il y a, on n'est pas seulement contre l'avortement, mais on est également contre la contraception. Et tout cela. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les débats parce que sinon, ça serait bien trop long pour parler de ça. Et puis, de toute façon, ça ne vous intéresse pas de connaître mon opinion là-dessus non plus. Parce que moi, je peux avoir des opinions divergentes sur tous ces sujets, mais pour moi, mon rôle dans Point de rupture, c'est de vous amener des tas d'éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Mais on peut voir qu'il y a une grande mobilisation de toute la force catholique derrière tout ça. Alors, c'est pas parce que Trump est catholique, parce que Trump n'est pas catholique. Par contre, sa femme l'est. Melania est catholique. Et quand ils se sont mariés, Melania avait décidé, au lieu de porter un bouquet de fleurs entre les mains, comme la jeune mariée, etc., elle avait décidé de porter son rosaire, son chapelet. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de podcasts comme ce que je suis en train de faire là, mais qui sont uniquement religieux, uniquement catholiques. Il y en a également non catholiques et religieux, évangéliques, etc. Mais maintenant, il y a une recrudescence du catholicisme et qui fonctionne d'une autre façon. Parce que l'avantage du catholicisme par rapport aux évangéliques, sur le plan stratégique, c'est que le catholicisme a une structure qui date depuis longtemps, a une liturgie qui date depuis longtemps. Donc, on sait mettre en place des gouvernements, des structures opérationnelles qui existent. Alors que du côté évangélique, on ne sait pas faire ça. On est un peu plus mu par l'esprit, par une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec l'Esprit Saint, mais c'est bien plus difficile de rassembler plein de gens hyper enthousiastes, mais qui vont courir dans tous les sens, si j'ose dire. Pas par manque de respect, je dis ça, parce que, de nouveau, je me sens très proche de ce côté-là également. Je me sens très proche des deux côtés, pour tout vous dire. Et ce qui ne m'empêche pas d'avoir des amis athées avec lesquels j'arrive à discuter. Et les pauvres, je leur dis, il n'y a rien de pire que de mourir athée, parce que on se retrouve bien habillé, nulle part où aller. Donc, c'est quand même difficile. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais vous n'aurez aucun jugement de ma part, parce que de toute façon, le jugement n'appartient pas, il appartient à Dieu, et nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce qui est en train de s'opérer sur le plan catholique est un phénomène de société aux États-Unis. Et je pense que Trump, dans sa compréhension d'une organisation plus approfondie, ça ne le dérange pas du tout de s'entourer de catholiques structurés,
parce que ça lui permettra de fonctionner comme il faut. Mais beaucoup de ces catholiques sont allés même goûter ailleurs pour voir comment ça se passait, plutôt que de tout simplement avoir été catholique de A jusqu'à Z. Par exemple, Marco Rubio, qui est d'origine cubaine. C'est ses grands-parents qui, à l'origine, étaient même des immigrants illégaux qui ont été légalisés, etc. Et donc, il fait partie de toute cette population qui existe en Floride, qui est d'origine cubaine. Et c'est pour ça qu'il était sénateur de Floride juste avant d'être ministre des Affaires étrangères. Mais pendant un certain temps, sa famille a vécu au Nevada, à Las Vegas. Et pendant qu'ils ont vécu à Las Vegas, au Nevada, ils ont fréquenté, pendant, je crois, 3 ans, quelque chose comme ça, des églises mormones. En même temps, juste après, ils avaient découvert des églises évangéliques auxquelles ils étaient allés, mais ils sont revenus vers la foi catholique par la suite. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut être mormon et Las Vegas? Parce que d'un côté, les mormons, du moins les Français, voient les mormons comme hyper stricts sur des tas de choses. Ils n'ont pas tort, par certains côtés. Et il dit, et Las Vegas de l'autre côté. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant. C'est que Las Vegas a été fondée par les mormons. Et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le sénateur du Nevada, Harry Reid, qui était le chef du Sénat pour les démocrates, il était démocrate, ce qui était vraiment très curieux, était un mormon. Alors les mormons sont très structurés, etc. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails des mormons, sinon il faudra que je vous parle de toutes les foi qui occupent. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important aux États-Unis. Il ne faut pas le négliger. Si on néglige la foi et les croyances qui viennent par la foi, on ne comprendra jamais les États-Unis. Cherchez à comprendre d'abord le fond de la croyance et surtout la structure de la croyance des Américains et vous trouverez leur force. C'est un Français, Alexis de Tocqueville, un Normand, qui est allé aux États-Unis et qui a voulu étudier plein de trucs pendant la première moitié du XIXe siècle, les années 1830-1840. Il a passé plusieurs années aux États-Unis à étudier les États-Unis de l'époque parce qu'il était émerveillé par cet exercice en République démocratique, ou plutôt en République, et il disait, mais je voyais une force s'élever qui allait être un exemple pour le monde. Et c'est là où les Français sont toujours très forts, dans leur capacité d'analyse de certaines situations, de mettre le doigt sur ce qui est en train de se passer quelque part. Et lui a regardé ce qui se passait aux États-Unis, il a dit, j'ai cherché la réponse à la force de l'Amérique dans ces usines, je ne l'ai pas trouvé là. J'ai cherché dans ces champs, chez les fermiers, et je ne l'ai pas trouvé là. J'ai cherché dans ces écoles, et je ne l'ai pas trouvé là. Il a donné encore plus d'exemples, il dit, c'est du haut de ces embonnes d'église que j'ai compris la force de l'Amérique. Et ça, c'est très intéressant. Donc, si on veut comprendre quelque chose qui donne la force, qui transcende les soucis quotidiens pour pouvoir faire bien plus, ben, il faut comprendre que la foi, elle est là. Et la structuration très forte du catholicisme permet à quelqu'un comme Trump de s'appuyer sur des gens sur lesquels il peut compter. Eh bien, comme vous le savez, dans Point de rupture, on aime bien s'adresser également à des phénomènes culturels parce que la culture est toujours en amont des phénomènes économiques dans la société et donc ça a un effet sur nous tous. Et là, je regardais quelque chose qui m'a interpellé parce que c'était une appellation américaine, en anglais, anglophone, d'un phénomène qui se passait en France. Et c'était notamment en ce qui concernait Nantes et la ville de Nantes. Et ils appellent ça, vous pouvez aller chercher vous-même, White Flight Nantes. Et White Flight, littéralement, ça veut dire le vol blanc ou la fuite blanche. Et le White Flight est traduit par la fuite des blancs, en français. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je me suis dit, autant m'adresser à comment ces choses-là sont perçues
par ChatGPT. Et parce que ChatGPT fait quand même du très bon travail, excellent travail dans le fait de présenter, de représenter la façon dont les choses sont perçues d'une façon générale par la population. Même si, a priori, c'est faux, mais au moins on sait que la population peut percevoir des choses d'une façon fausse. On dit que le white flight aux États-Unis, ça correspondait à certaines choses. Allez, je vais lire ce que dit ChatGPT, puis ensuite on va parler un peu du phénomène français, ce qu'il ressemble à ce qui se passe aux États-Unis également. Alors, ChatGPT dit, bien sûr, le terme white flight, ou fuite des Blancs en français, désigne un phénomène sociologique et démographique observé principalement aux États-Unis à partir du milieu du XXe siècle. Donc, milieu du XXe siècle, ça veut dire vers 1950, environ. Mais qui peut aussi se retrouver ailleurs. Voici une explication claire et structurée. Donc, je continue à vous le lire. Définition de white flight. Décrit le départ massif de populations blanches des centres urbains vers les banlieues, souvent en réaction à l'arrivée de populations noires ou d'autres minorités dans les quartiers urbains. Alors déjà ça, quand j'ai lu ça, ça m'a irrité, ça m'a énervé, parce que ça présuppose du racisme chez les Blancs qui disent on va fiche le camp de là où on est parce qu'il y a des Noirs ou d'autres minorités qui arrivent. Alors, est-ce que c'est vraiment ça la raison ou est-ce que c'est une dégradation de la vie dans ces endroits-là? Et quelle est la raison de la dégradation? Une raison simpliste serait de dire, oui, des populations noires sont arrivées, ils ont dégradé les villes et puis voilà ce qui s'est passé. Non. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est que auparavant, il y avait une faible urbanisation de façon générale aux États-Unis. La plupart des gens vivaient à la campagne. Et ensuite, on a commencé à augmenter la concentration urbaine. Et aujourd'hui, dans beaucoup de villes aux États-Unis, il y a eu une augmentation rapide de la population noire. Auparavant, jusque dans les années... au début du siècle, du XXe siècle, et même pendant la première moitié du XXe siècle, il n'y avait pas une grande présence noire dans les villes aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, la ville avec la plus forte proportion de Noirs aux États-Unis, c'est la capitale des États-Unis, c'est Washington, Washington DC, la capitale. La population noire est presque ou un peu plus de 90% dans la ville de Washington, la capitale. En 1950, elle était de 35%. Donc, il y a une croissance énorme là-dedans. Alors, ça vient de quoi? Il y a eu un effort pendant un certain moment, et notamment pendant toute la période du New Deal de Roosevelt, qui était un pouvoir centraliste du gouvernement qui voulait s'occuper des défavorisés, etc. Et on sait toujours que quand le gouvernement fait ça, ça donne des catastrophes après. Et on a décidé d'aider les Noirs à déménager vers les grandes villes du Nord. Alors que les Noirs, à l'époque aux États-Unis, pour la plupart, habitaient dans les pays sudistes, dans les pays où il y a eu... de l'esclavagisme, etc., dans ces États-là, avant la guerre civile aux États-Unis. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils vivaient mieux à l'époque de l'esclavagisme dans le sud des États-Unis que dans les villes du Nord après. Mais peu importe, il y a une décision qui a été prise, etc. Je suis pas en train de dire je suis d'accord avec un côté ou de l'autre, etc. C'est pas ça mon but. Mais il faut comprendre que au cours du siècle dernier, du XXe siècle, vers 1950, 60, surtout là, ce qui a été fait, c'est que le gouvernement fédéral a investi dans les grandes villes pour construire ce qu'on appelle des projects. Et on le sait, on va dans certains quartiers de New York, on appelle ça des projects. Et c'est des
c'est des bâtiments minables, etc. C'est un peu comme les HLM en France. C'est le même principe, c'est des habitations à loyer modéré. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement fédéral qui subventionne ce genre de choses pour que les gens payent moins que ce que ça coûterait d'habitude, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand beaucoup de gens viennent habiter dans ce genre d'endroit, ben, les bâtiments juste à côté des HLM ou juste à côté des projects, même à New York, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y a une baisse de valeur. Et comme les gens ont été déménagés et se retrouvent souvent sans emploi parce qu'on leur dit qu'il va y avoir des opportunités, il y a des tas de choses comme ça, etc., mais il y a une dégradation de la qualité de la vie. Et donc, quand des gens qui habitent à côté et qui, c'est pas du white flight nécessairement, c'est des classes moyennes qui habitent à côté et qui disent j'ai une perte de valeur immobilière de là où j'habite, la qualité de la vie se dégrade, je fiche le camp. En France, ceci s'est passé dans les périphéries des grandes villes. La construction des HLM, etc. C'est pour ça qu'on allait banlieue chaude, comme on dit. Et alors que le centre-ville était protégé par les bons bourgeois, hein, si on veut. Et il était moins touché, les centres-villes. C'est toujours sur les périphéries. Alors qu'aux États-Unis, c'est exactement le contraire. On a envoyé toutes les populations comme ça dans les centres-villes. Donc les centres-villes, ce qu'on appelle dit inner city, la ville interne, s'est dégradée, s'est ghettoisée, et les gens qui voulaient un style de vie plus à l'américaine, etc., se sont sortis de là pour vivre dans les banlieues. Mais en tant que migrant ou immigré au début, dont j'ai fait partie par le biais de mes parents, etc., au début, les gens qui étaient plus pauvres par nature arrivaient dans les grandes villes, toujours. Parce qu'on n'a pas besoin de voiture au début, on n'a pas besoin d'autres moyens, les loyers allaient être moins chers, on allait pouvoir vivre d'une autre façon, donc on peut utiliser les transports en commun, tout ça c'était plus facile. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Alors regardons ce que ChatGPT continue à nous dire. Contexte historique. Le phénomène commence sérieusement après la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans les années 50 à 70, notamment avec le grand projet de Lyndon Johnson qui a fait un massacre sur ce plan-là, dans les années 60. C'est-à-dire, il a rendu dépendants les populations noires de l'État. Pire, ce qu'il a fait, c'est que il avait décrété dedans qu'on allait aider bien plus les mères célibataires. C'est-à-dire, on allait subventionner les mères célibataires. Ça veut dire s'il y avait seulement une femme au foyer avec des enfants, eh bien, elle allait recevoir pas mal d'argent, alors que s'il y avait la femme et l'homme, ben, ils n'allaient pas recevoir d'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace de quelques décennies, le nombre de mères célibataires est passé de 25% de la population noire à 75% de la population noire. Et on associe, je ne dis pas c'est une causation, mais c'est certainement une corrélation très forte que quand il n'y a pas de père de famille au sein d'un foyer, eh bien, il y a bien plus de délinquance, il y a moins de discipline, il y a tous ces phénomènes-là, etc. OK. Alors, il coïncide. Regardez ce que ChatGPT va me dire, et je vais chercher à ne pas trop me fâcher. La déségrégation raciale. Fin de la ségrégation dans les écoles, transports, etc. OK. La migration des Afro-Américains depuis le sud vers les villes industrielles du nord et de l'Ouest. La Great Migration. C'est vrai. Le fait est que il n'y a pas eu de Great Migration en Californie, parce que la Californie n'a jamais été un État esclavagiste, il n'y avait pas d'esclaves ni quoi que ce soit, etc. Et pourtant, en Californie, les problèmes de pauvreté dans les grands centres-villes, etc., est encore plus exacerbé. Alors là, ça va un peu à l'encontre de ce que nous dit ChatGPT. Mais bon, bref. Les émeutes urbaines et tensions raciales dans certaines grandes villes.
c'est pas une question de tension raciale. C'est des émeutes urbaines, ça, oui. Mais pas des tensions raciales. Moi, j'ai grandi à New York, où il y avait vraiment pas de tension raciale entre différentes races. On allait à l'école, etc. Il n'y avait même pas de conscience raciale à ce moment-là. Et il y a un grand mythe, hein, quand on parle toujours des combats de race aux États-Unis. Moi, je vais vous parler par exemple de l'Arizona. Il y a une ville où habite une de mes filles. Ma fille est née d'ailleurs, à Chandler, en Arizona. C'est une ville qui fait maintenant à peu près la même population que la ville de Lille. Donc c'est quand même une grande ville en Arizona. Je parle de la ville même, hein, pas avec la banlieue et tout ça. Et Chandler, qui est tout proche de Phoenix, aujourd'hui a une population d'à peu près entre 4 et 5% de population noire. Donc, c'est pas très élevé. C'est nettement moins que la moyenne des 13% à travers les États-Unis. Mais, en fin des années 80, la population de Chandler noire était seulement de 0,5%, même pas. Et le principal du lycée de Chandler, il y avait ce lycée à l'époque, maintenant il y en a plusieurs, était un noir. Et ensuite, il s'est présenté aux élections pour être maire de Chandler et il a été élu. Allez, ne me racontez pas que les États-Unis sont racistes, alors que dans une ville qui a une population noire de moins de 0,5%, on va élire quelqu'un qui est noir maire. Ça va à l'encontre de pas mal de choses, etc. Donc ça, il faut quand même être conscient. Mais dans le subconscient, il y a tellement de ces idées qui ont été tellement répétées qu'on les retrouve même en sous-jacent entre les lignes dans les commentaires du chat GPT. Alors, le mécanisme. Des blancs quittent des quartiers où des minorités commencent à s'installer. C'est pas parce que les minorités commencent à s'installer dans les quartiers que les blancs quittent ces quartiers, comme on dit. C'est parce que il y a une dégradation du style de vie, des valeurs immobilières, etc., que les membres des classes moyennes vont vouloir sauvegarder leur patrimoine et vont chercher à aller ailleurs. Alors là, c'est pour, souvent par crainte, fondée ou non, de la montée de la criminalité, de la baisse de la valeur immobilière, ça tout à fait, ou de changement culturel. Je sais pas à quoi ils se réfèrent quand ils parlent de changement culturel. Parce que beaucoup de gens, c'est ce qui leur plaît d'aller dans les grands centres-villes, à New York par exemple, etc., pour voir tous les différents quartiers culturels à New York. On aime bien ça. Quand on est américain, on va aller dans le quartier juif pour voir tous les juifs s'habiller de la façon classique. On va aller dans le quartier italien parce qu'on va manger une nourriture italienne qu'on peut retrouver uniquement en Italie, hein, en Little Italy. C'est extraordinaire. Mais il y a des quartiers qui sont vraiment l'un à côté de l'autre. Je me souviens, il y a une grande avenue dans le sud de Brooklyn où d'un côté, il y a encore tous les Chinois et tous les panneaux et les noms de tous les magasins sont en chinois. Il n'y en a même pas en anglais du tout. Et de l'autre côté, tout est en russe. Tout est en russe. C'est ce qu'on appelle la petite Odessa, etc. De ce côté-là. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne voit qu'aux États-Unis. Surtout qu'à New York, hein, de cette façon-là. Alors, les politiques publiques ont facilité cette fuite. Subvention pour la construction de banlieues. Non. Non, ça c'est du mensonge pur. Là où il y a eu la plus forte subvention, c'est dans les projects, c'est-à-dire dans les gens de HLM et tout cela. Ensuite, autoroutes qui permettent de vivre loin du centre tout en y travaillant. Ça c'est vrai par contre. Mais ça, c'est parce que aux États-Unis, c'est souvent les business qui s'installent, les centres commerciaux, les centres de bureaux, etc., qui sont responsables de construire les circuits routiers autour d'eux. Il y a des accords qui sont passés entre les villes et ceux qui installent certaines choses, dire bah ouais, vous êtes responsable de construire la route comme il se doit et également sur ce plan-là. Et pour attirer les gens pour qu'ils puissent venir. Des prêts immobiliers discriminatoires
redlining qui empêchait les minorités d'acheter dans certaines zones. Ça, c'est... Franchement, moi j'ai envie de vomir quand je vois ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'il y a eu trop d'aide financière de la part du gouvernement à des minorités qui ont fragilisé ces minorités, qui les ont rendues dépendantes du gouvernement et donc qui fonctionnent de cette façon-là. Ben écoutez, c'est ce qui est en train de se passer en Europe également. Et donc, peut-être que ce white flight est dû à ça aussi. Alors, conséquences. Ségrégation raciale et économique renforcée. Ouais, si on veut le regarder comme ça, ouais, je veux bien, ouais. Les villes deviennent de plus en plus pauvres et peuplées de minorités. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, ça c'est un fait. En France, c'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'était le cas dans les banlieues. Mais peut-être que, afin de poursuivre les choses de cette façon-là, ça va toucher les grands centres-villes. Et puis peut-être que y a des bourgeois qui vont commencer à se poser des questions sur les interventions du gouvernement dans le fait de soutenir les minorités de migrants un peu partout. Les banlieues deviennent plus riches et majoritairement blanches. Ça, c'est aux États-Unis. En ce moment, c'est en train de changer quand même parce que il y a la plus forte croissance aux États-Unis des classes moyennes sont dans les populations minoritaires, chez les Asiatiques, chez les Indiens et chez les Noirs maintenant, chez les Hispaniques bien sûr, etc. Et donc, c'est en train d'augmenter vraiment très fort. Et pourquoi chez les Noirs? Ben, ça a commencé surtout avec les gens des Caraïbes qui venaient aux États-Unis. Il y a plein d'îles Caraïbes qui sont anglophones, donc ils venaient aux États-Unis, ainsi que des Africains, et qui sont très, très entrepreneurs et qui construisent des choses très rapidement et qui, quelque part, eux, réussissaient. On ne pouvait plus agiter le faire peur de la race en disant, bah oui, ils sont discriminés, etc. Parce que là, quand les gens les regardaient, bah, ils sont noirs aussi. Mais ils n'avaient pas encore cette habitude de soutien de la part du gouvernement que les Noirs américains avaient sur ce plan-là. Et donc ça, c'est très important à comprendre, ce qui est en train de se passer sur ce plan-là. Parce que il y en a qui ont été renforcés pour ne plus rien faire, et puis donc ils ne font rien. Alors que d'autres qui ont vraiment faim, qui arrivent, qui ont envie de se battre, eh bien réussissent. Et donc ça, c'est différent. Alors, déclin des centres-villes, moins de recettes fiscales et des services publics dégradés. C'est pas seulement qu'il y a moins de recettes fiscales, c'est qu'on a provoqué une situation où on a baissé la valeur immobilière, et puis après on s'étonne qu'il va y avoir moins de recettes fiscales. C'est sûr. Et puis ensuite, urban sprawl, étalement urbain et problème écologique. Ça, après, on peut discuter des problèmes écologiques jusqu'à je ne sais plus quand. Ok, aujourd'hui, le phénomène a évolué. Certaines villes connaissent aujourd'hui une gentrification, qui est un genre de retour des Blancs vers les centres urbains, souvent au détriment des populations noires ou hispaniques. Pourquoi au détriment? Pourquoi au détriment? Ça, je comprends pas ce genre de langage. Moi, j'ai vu ça se passer un peu partout. Même à Phoenix, il y a eu des endroits où j'ai un ami qui a construit des hôtels qui étaient parmi les premiers hôtels 5 étoiles, 5 diamants qui existaient, s'appelle The Point. Il en a construit 3 à Phoenix dans sa région, et il les a construits dans les coins les plus défavorisés. Pourquoi est-ce qu'il les a construits à ces endroits-là? Tout simplement parce que c'est là où les terrains étaient les moins chers possibles. Et il a parié sur le fait qu'il allait pouvoir faire quelque chose et attirer des choses et augmenter la valeur de tout autour. Et il a raison, ça marchait. À New York, c'était la même chose. À New York, dans certains quartiers de Harlem, qui étaient censés être le ghetto le plus pauvre, etc., il y a des appartements, mais qui coûtent une fortune. Et qui donnent sur Central Park et tout ça, et qui sont magnifiques. Et
effectivement en plein milieu de ces quartiers-là. Moi j'ai des amis et qui venaient de Utah, etc., qui n'étaient pas noirs du tout, et qui se retrouvent en train d'habiter en plein Harlem, parce qu'il y avait une valeur, etc., dans le fait d'aller dans ce sens-là. Tout le quartier de Soho, qui est au sud du Greenwich Village à New York, c'est la même chose. Donc cette gentrification, elle peut bénéficier à tout le monde. Mais si on continue à s'y référer comme un phénomène de race, ben, on ne comprend pas toutes ces choses-là. Alors ils disent, mais des formes modernes de ségrégation résidentielle persistent. Vraiment du n'importe quoi. Hein. Vraiment du n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, pour discriminer contre quelqu'un, c'est vraiment très très difficile. À la limite, il y a une discrimination positive envers les minorités. Et donc, ça c'est extrêmement important à comprendre. Donc, j'en veux pas de ChatGPT, parce que ChatGPT reflète tout simplement quelle est l'opinion de façon générale. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ce genre de choses? C'est parce qu'on a des choses à apprendre. Je crois que plus les gouvernements vont soutenir des minorités ou vont créer des artifices pour encourager des minorités à s'installer quelque part, sans que ça leur coûte de façon générale, sans qu'ils aient besoin de se battre pour construire leur avenir, eh bien c'est des gens qui vont être dépendants, et donc ça ne va pas donner grand-chose comme résultat. Ça va créer un appauvrissement pour eux, et un appauvrissement pour tous ceux qui habitent autour d'eux également. Et ça ne se termine jamais bien. Parce qu'après, ça crée un appauvrissement du pays entier. On les voit déjà en train de se passer dans des tas de quartiers. Bruxelles, aujourd'hui, est une ville de migrants. On le sait. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y passer, etc. Londres, n'en parlons pas, mais plein d'endroits comme ça. La Suède, c'est le calme absolu, avec certaines valeurs, etc. C'est fichu. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce genre de sujet parce qu'après, c'est des choses qui vont m'énerver, mais je suis ravi de partager ça avec vous. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, n'allez pas m'accuser d'être raciste, parce que ça m'énervera plus que n'importe quoi, parce qu'il se trouve que dans ma famille, aussi bien au niveau de genre que d'autres personnes, etc., j'ai une des familles les plus mixtes qui puissent exister, de toutes les races, toutes les origines, etc. Et c'est quelque chose que je soutenais d'ailleurs, et que j'encourageais pas parce que c'était bien d'être différentes races, mais c'est parce que les gens étaient bien. Et un point c'est tout. Je ne regardais pas en tant que certaines races, mais en tant que personne. Donc surtout n'allez pas dans le fait de m'accuser de racisme, ce genre de choses, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui m'énerverait. Écoutez, je suis ravi d'avoir partagé ces quelques moments avec vous, et je voudrais vous dire tout simplement que n'oubliez pas de liker tout ce qu'on est en train de faire, de le partager avec d'autres personnes et de vous abonner à notre chaîne Point de Rupture. Et je vous donne rendez-vous demain, vendredi, à 19 h sur cette même chaîne, où on sera présent pour vous, 5 jours sur 7, pour vous amener des choses que les autres ne vous amènent pas. Parce que Point de Rupture, c'est la rupture avec les idées reçues.